Bonjour. Quand on constitue un corpus, il faut se demander quel texte on veut y intégrer. Utilisera-t-on des corpus déjà existants ou choisira-t-on de créer son propre corpus? Si on opte pour la création de corpus, quels paramètres sont à prendre en compte? Ensuite, il faut s'intéresser à tous les éléments qui concernent la description du corpus. Les auteurs et les locuteurs du corpus, par exemple. Ces paramètres, qu'on appelle les métadonnées, devront être consignés de façon très détaillée, surtout si l'on a l'intention de diffuser le corpus. Lorsqu'on veut entreprendre une étude sur corpus, la première question à se demander est la suivante. Existe-t-il déjà des corpus disponibles à l'heure actuelle qui pourraient répondre à nos besoins linguistiques? Pourquoi réinventer la roue si l'on peut déjà disposer de ressources qui répondent à nos besoins? Développer un corpus est compliqué et coûteux en termes de temps et d'énergie. Et il est parfois plus judicieux d'utiliser des corpus déjà constitués, librement disponibles, que d'en créer un de toutes pièces. Il y a à l'heure actuelle énormément de corpus élaborés par des équipes très chevronnées, de très grande qualité, que l'on pourra utiliser librement. En France, on pourra trouver ces ressources sur des plateformes comme Ortholangue ou Cocoon, ou dans un cadre plus international sur le portail européen Clarin. La plateforme Ortholangue, pour outils et ressources pour un traitement optimisé de la langue, est un équipement d'excellence qui intègre de nombreuses ressources linguistiques, dont un ensemble de plus de 200 corpus écrits, oraux et multimodaux, qui sont librement disponibles. On pourra ainsi y trouver des articles de presse de l'Est républicain, des lettres de poilus pendant la guerre de 14 ou des écrits d'étudiants dans le corpus littératie. De nombreux corpus oraux avec transcription écrite, son ou vidéo sont aussi disponibles, ainsi que des corpus multimodaux qui annotent les gestes accompagnant la parole, par exemple des corpus de langue des signes. La plateforme Cocoon, quant à elle, comporte de nombreux corpus oraux avec leurs enregistrements et fréquemment la transcription. D'autres ressources sont disponibles qui ne sont pas nécessairement toutes intégrées dans les plateformes évoquées. Bien que de nombreux corpus soient déjà disponibles, il arrive bien sûr qu'il soit indispensable de créer son propre corpus, parce que l'on aborde un genre textuel spécifique, par exemple, qui n'a pas encore été traité. Si l'on souhaite créer son propre corpus, il faudra bien définir, à partir de notre sujet de recherche, le type de texte que l'on souhaite sélectionner. Il faudra ensuite collecter les textes, qu'il s'agisse de documents écrits, quels qu'ils soient, ou de textes oraux transcrits, par exemple des discours ou des conversations. Nous nous intéresserons ici plus spécifiquement aux critères de sélection pour constituer les textes du corpus. Si l'on choisit de constituer son propre corpus, plusieurs paramètres importants seront à prendre en compte. Il est indispensable d'avoir de la méthode et une bonne dose de pragmatisme, car ce travail de constitution peut être extrêmement chronophage. Les paramètres varieront largement selon le médium utilisé, écrit ou oral, ou l'objet d'étude envisagé. Le premier point à examiner est ce qui constitue l'unité du corpus, les textes qui y sont contenus. Si on fabrique un corpus de textes scientifiques, ça ne sera pas très compliqué. Chaque production scientifique, article ou thèse, constituera un texte du corpus. Ce sera plus complexe pour un corpus journalistique. Doit-on considérer chaque article d'un quotidien comme un texte ou intégrer l'ensemble du quotidien? Les deux options sont possibles et présentent leurs avantages et leurs inconvénients. Cette question est aussi difficile à traiter pour les corpus oraux, par exemple les corpus de conversation, quand il faut en délimiter les parties. Un deuxième point important est celui de la taille du corpus. Ce paramètre variera beaucoup selon le médium. Un corpus oral transcrit d'1 million de mots représente un gros corpus oral, alors qu'un corpus écrit de 5 millions de mots reste de taille modeste. En fait, tout dépend de l'objet d'étude et de l'ampleur du projet envisagé. Il est certain qu'un chercheur seul pourra difficilement constituer un grand corpus représentatif d'un genre textuel. Ici, le bon sens est de mise. Les travaux sur la lexicologie et la phraséologie nécessitent généralement des corpus très volumineux, car beaucoup de mots sont assez rares. Par exemple, dans la base Frentex du XXe siècle, qui comporte tout de même 126 millions de mots, l'expression « autant que faire se peut » n'apparaît que 43 fois, le mot « atermoiement » 22 fois. En revanche, si l'on s'intéresse à un phénomène syntaxique ou aux mots grammaticaux, comme les pronoms ou les verbes modaux, un corpus de plus petite taille ne sera pas un obstacle, car ces éléments y sont très fréquents.
La grande taille d'un corpus peut même constituer un obstacle dans certaines applications, comme la didactique des langues ou l'étude des textes spécialisés. On pourra privilégier dans ce cas la qualité à la quantité pour observer finement tous les contextes extraits, ce qui sera mission impossible dans un corpus de grande taille. Un autre point important est de savoir si l'on cherche à construire un corpus représentatif d'un genre particulier ou de la langue générale pour ce qu'on appelle les corpus de référence. Si l'on souhaite concevoir un corpus représentatif du genre des écrits scientifiques, par exemple, on pourra chercher à intégrer les différents sous-genres des textes scientifiques et les différentes disciplines scientifiques. Pour élaborer un corpus représentatif du français, on pourra aussi chercher à diversifier les locuteurs du corpus en prenant en compte l'âge, le sexe ou les classes socio-professionnelles. On pourra aussi intégrer la variété des aires géographiques, par exemple les aires de la francophonie ou les variétés de registres familiers ou soutenus. Les grands corpus de référence, comme le British National Corpus, le BNC pour l'anglais britannique, prennent généralement bien en compte nombre de ces paramètres et le BNC intègre ainsi des échantillons de textes variés qui intègrent des textes oraux, des textes écrits, de genres et de registres variés, avec l'intention explicite de représenter une large variété d'emplois de l'anglais britannique. Il faudra aussi, bien entendu, réfléchir aux aspects éthiques et juridiques. Si l'on peut utiliser un texte privé pour les besoins propres de son étude, il faut disposer de droits spécifiques pour pouvoir diffuser un corpus constitué. Il est important de bien prendre en compte ce paramètre, car la constitution d'un corpus représente souvent un investissement très important. Et il est frustrant pour un chercheur de ne pas pouvoir en faire profiter la communauté et valoriser cette ressource. Quand on constitue un corpus, il est important de bien indiquer toutes les informations sur ce corpus, de bien le documenter. On appelle ces éléments les métadonnées. Le principe de documentation est directement lié à la validité scientifique du corpus. Un corpus, pour alimenter des observations empiriques, doit pouvoir être situé. Pour cela, il faut pouvoir répondre à un certain nombre de questions qui restituent à l'énoncé son caractère de message pris dans une communication. Qui parle, où, quand, dans quelles circonstances. Documenter le corpus, c'est donc d'abord documenter les sources du document, de l'extrait ou de la parole enregistrée. Pour un document publié, on enregistrera donc l'auteur, l'année d'édition, la maison d'édition, le traducteur, etc. Pour un document téléchargé, on enregistrera en outre l'URL et la date de téléchargement. Pour des enregistrements de paroles, on consignera le lieu, la date et des éléments biographiques concernant les locuteurs, comme l'âge, le rôle, etc. Mais la documentation d'un corpus ne s'arrête pas là. Il est important de documenter également le corpus lui-même et le processus de constitution. On pourra ainsi distinguer différents niveaux. La documentation du corpus, titre, année de réalisation, responsable de la constitution du corpus, éventuellement éditeur du corpus s'il est publié, etc. La documentation des traitements appliqués au corpus. Le corpus a-t-il été numérisé par reconnaissance optique? A-t-il été retranscrit manuellement ou automatiquement? A-t-il été segmenté, annoté? Selon quelles normes a-t-il été encodé? Enfin, s'il y a lieu, l'historique des révisions du corpus. Quelle est la version actuelle? Qui en est le responsable? Quel type de révision a-t-on apporté? Ce travail de documentation ne doit pas être négligé et doit être effectué à mesure que le corpus est constitué. Si on le remet à plus tard, on risque de perdre des informations cruciales qui seront difficiles à retrouver ultérieurement, comme par exemple un commentaire trouvé sur Internet qui peut disparaître du jour au lendemain. Pour conclure, on voit donc que la constitution de corpus doit s'entourer d'un ensemble de précautions. Avant de se lancer dans cette entreprise, il sera utile de vérifier que le corpus qu'on veut créer n'existe pas déjà. Si malgré tout, on veut se lancer dans cette aventure, il faudra rester réaliste et bien réfléchir à un ensemble de paramètres comme le volume et la représentativité des données. Enfin, il ne faudra pas oublier que sans documentation, un corpus est rapidement difficile à exploiter.